Binge Audio. Au vieux pays de mes pères, épisode 4. Ok, j'ai trouvé les faits. Je sais que Mathieu a passé 3 mois en prison au printemps 45, en guise de punition parce que des voisins ont accusé la boulangerie, et donc la famille, d'avoir été un peu trop accueillante avec les Allemands. C'est tout ce qu'il y a de plus banal et de classique à cette époque-là. C'est même pas particulièrement breton. C'est très français finalement. Thomas, tu peux nous dire où on est ? Nous sommes à Roscoff. Sur le port de Roscoff. C'est une ville très belle, moi je trouve très très jolie. C'est vraiment une ville typiquement bretonne avec des maisons en pierre, les toits sombres. Enfin, c'est... Pourquoi ça me touche autant, ce qui est arrivé à ma famille ? Pourquoi sur le coup j'ai trouvé ça injuste ? Peut-être tout simplement parce que c'est arrivé à ma famille, justement. Parce que pour une fois, cette période que je connais bien, elle était comme directement reliée à moi. Parce que les gens dont on parle, j'en ai connu certains, ils m'ont pris dans leurs bras. C'est pas juste des personnages de livres d'histoire ou dans un documentaire à la télé. Oui, on arrive devant le bâtiment là. Ouais, et là on est devant une crêperie et qui, historiquement, était donc la boulangerie de la famille de ma mère. J'ai envie aussi de saisir comment, paradoxalement, en ne racontant pas cette histoire, on s'est raconté des histoires. On s'est imaginé des choses. C'est une grande maison de 2 étages, avec un petit toit en avancée là. C'est à l'angle d'une rue juste à côté du port, on entend les mouettes. Mais je suis jamais rentré dedans, jamais. J'ai toujours eu l'impression, et c'est pour ça que je les trouve fascinants, que les secrets de famille fonctionnent un peu tous de la même façon. Tu te dis, c'est là que ça s'est passé en fait. C'est là que les gens passaient, c'est là que les gens ont vu, cru voir des trucs. On jette un voile, un non-dit sur quelque chose, même de dérisoire, et avec le temps, ça finit par prendre beaucoup de place. Un peu comme un petit caillou qu'on balancerait qui ferait un écho énorme. Amis des Allemands d'une façon révoltante. Ce qu'on a reproché à ma famille, ça s'est passé ici quoi, à ce coin de rue. Donc c'est les gens autour sans doute, tu vois. Tu te dis c'est les voisins, c'est les fenêtres qui donnent sur la boulangerie. La famille Cabioche a toujours été une famille de grands collaborateurs. C'est aussi ça que j'ai envie de comprendre. Comment le silence finit par produire malgré tout des souvenirs, une mémoire. Il y a plusieurs étapes dans l'élaboration de la mémoire et de l'acceptation ou pas des faits. Sébastien Carnet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Brest. La mémoire, ça sert à oublier, hein. C'est un tri sélectif. Donc, à la sortie de la guerre, tout ce qui ressortit du nationalisme, quel qu'il soit, hein, évidemment, à très très mauvaise presse, parce que tout est lié à la collaboration. Donc, on veut oublier ce genre de choses-là. Et dans les familles vraiment, alors, sauf évidemment les familles qui étaient très très impliquées, où là il faut faire face plus ou moins à son passé, mais dans les familles, revendique, ouais. Voilà. On assume parfois, hein, sans problème. Mais dans des familles qui sont un peu plus distantes par rapport à ça, évidemment, on a cherché à oublier assez vite. D'une génération à l'autre, des faits tendent à s'atténuer, voire à se renverser. Ouais. Alors, moi j'ai entendu des phrases du style «
François, un des petits-fils de Mathieu. Il y avait cette suspicion du fait qu'il avait un Ausweis pour aller soigner les bêtes. Donc c'était considéré comme étant un passe-droit, quoi, et donc un signe de collaboration. Donc je pense que il faisait partie des gens qu'on naviguait à vue, quoi. Ton père t'a jamais dit, par exemple, qu'il avait fait de la prison, Mathieu? Ah non. Il a fait 3 mois de prison. Ah bon? Ouais. Et pour collaboration. Ah merde. Il l'a dit, François? Mais alors, François ne le savait pas. Que si, il a été emprisonné à Pont-de-Vie parce qu'il était sorti en dehors du couvre-feu. Marie-Claire, une des belles-filles de Mathieu. Et donc, il a été arrêté à Roscoff, et puis là, il est tombé sur des Allemands qui n'étaient pas... Alors moi, c'est pas la version que j'ai trouvée dans les archives du Finistère. Alors, vas-y. Il a été arrêté en mars 1945. Ah oui, donc... Tout de suite après, ouais. Ouais, mais c'était quand même bien fini. Il a fait 3 mois de prison pour avoir tenu des propos pro-allemands et trafic intense de pain avec l'occupant au détriment de la population. D'accord, à la boulangerie, quoi, en fait. Ouais. Il a été arrêté en mars 45. Ah, donc ça, c'est la version des fils Cabioche pour... Bah, peut-être, ouais. C'est plus joli, quoi. Ouais, c'est plus joli, ouais. Du coup, il t'a jamais parlé de ça, Albert? Ils sont allés le voir en prison. Non, puis Albert et... ça, on sort un petit peu du cadre, mais Angèle et Jeanne ont eu des petits problèmes après la guerre, à cause de la boulangerie. Et j'ai retrouvé, moi, dans son dossier, il y a les lettres de dénonciation. Il est beaucoup question des filles Cabioche dedans. Et c'est assez... De Jeanne et d'Angèle. Ouais, des grandes, qui avaient donc du coup... elles avaient 20 ans. Elles avaient 18 ans à la début de la guerre, avec 20 ans à peu près en l'occupation. Angèle s'est toujours vantée de parler allemand, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, je pense qu'elle avait de la sympathie, mais ça ne veut pas dire que... Tu sais, après la guerre, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, tellement de vacheries, quoi. On m'a raconté, alors maintenant ça fait très romance, qu'Angèle a été amoureuse d'un soldat allemand et qu'elle ne s'en est jamais remise et qu'elle ne s'est jamais mariée. Ouais. C'est ce qu'on m'a raconté. Mais apparemment, on lui a évité d'être tondue, malgré tout. C'est ce que Bernard m'a raconté aussi. Elles ont failli être tondues, à l'époque on les tondait. Bernard, un des fils de Mathieu. Mais ils sont arrivés un lundi du pardon de Sainte-Barbe chez nous, là-bas au Verger. La fête communale, quoi, si tu veux, mais de l'église. Hein. Oui. Ils sont arrivés ce jour-là et c'était le repas du pardon au Verger, où on avait des cousins et des machins. Or, quand les autres, soi-disant FFI, qui n'avaient jamais... Je ne savais pas tenir un fusil, même. Sont arrivés, puis qu'on avait des cousins plus âgés, un peu, que moi au moins. Ils sont tombés dans un étau, là, les mecs, disons. Ah, donc ils ont fait demi-tour, quoi. Ah bah, attends, ils n'avaient pas le choix. C'était des branleurs d'Anville, là, qui avaient des muscles épais comme ça, là. Pris dans le col. Mais tu vas m'étouffer, oui, tout à l'heure, tu vas t'étouffer, moi. Donc du coup, ils sont jamais revenus. Ah bah... Ils savaient qu'ils n'avaient pas intérêt à faire. Ils étaient reconnus. Mais elles ont souffert de ça après, tu penses? Un peu quand même. Ouais. Mais, on a fait abstraction de tout ça. Hein. La preuve, c'est que la boulangerie, elle n'a pas capoté pour autant. Hein. Oui. Et pourtant, on travaillait qu'avec les gens de Roscoff. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le temps, parce que moi, par exemple, quand ma maman, à moi, donc ta nièce m'en a parlé dans les années 90, je pense, c'était pour me dire que lui, s'il avait eu des ennuis après la guerre, c'est parce qu'il était Breizatao, qu'il était proche des... Il a été... il y avait toute une armée qui ont été à Pont-de-Vie incarcérés après la guerre. Hein. Ouais. Mais lui, il était proche de ces gens-là? Moi, je me souviens les années où les gens qui ont été incarcérés avec lui, tels que le maire de Châteaulin, Maître Toss et compagnie, là, quand ils venaient au Verger, en prison, c'était... Ouais. Ça n'a fait que conforter leur conviction. Oh, ben oui. Ouais. Oh, ben oui. Ouais. Ils étaient pour la Bretagne indépendante à l'époque. Ouais. Je ne sais pas de quoi on aurait vécu, surtout à ces époques-là. Ouais, mais est-ce que c'est un truc, le côté Breizatao et tout, c'est un truc qui vous a transmis à vous ou pas trop? Ah non. Non. Ouais. Ah non. Mais ils s'en foutaient ou?
Non, ils s'en foutaient pas, mais ils voulaient pas qu'on ait d'ennui, quoi. Ouais. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. La peur de ternir l'image du grand-père. Ouais, peut-être, ou parce que c'était une souffrance. Oui, aussi, ouais. Oh la vache, ouais. Albert, tu m'as rien dit. Mais ça, ils en parlaient pas, j'ai l'impression. Mais puis non, puis Albert, même, tu vois, pourtant, je le vois encore dans le fauteuil, là, à la fin de sa vie, on parlait de plein de choses, on essayait de... Tu vois, ça lui faisait du bien. Et là-dessus, par contre, il restait toujours... Non, il n'y a pas eu de collaboration, il n'y a rien eu. Non, et Pont-de-Buis, ça venait du fait qu'il allait soigner les bêtes, animaux. Et hey, Albert, tu m'as menti. Est-ce qu'il le savait? Je sais pas en fait. Ils étaient petits quand même à l'époque. Oui. Et je sais pas comment on leur a expliqué les choses aussi. Sûrement pas la bonne version. Et tu te rappelles de l'ambiance, toi, juste après la guerre, une fois qu'il avait été en prison et tout, de comment les gens autour se comportaient? Il y avait tout, là. Il y avait tout. Il y a les gens qui étaient honnêtes, qui savaient que quand ils sortaient la nuit, c'était pas pour les baiser les bonnes sœurs, ni les... Mais du coup, il y avait des règlements de compte, des trucs comme ça après? La jalousie, surtout. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je sais tout ça, ces histoires-là. Et c'est quoi? C'était du coup, on n'en parlait pas parce qu'il fallait pas le raconter. C'était désagréable, des mauvais souvenirs ou Non. Non. Il y avait rien de honteux. Ouais. Mais ça faisait pas rire non plus. Ouais, c'était pas agréable de se rappeler de ça. On vous a pas fait porter. Enfin, on vous a pas regardé différemment après ce qui était arrivé à ton père, ou est-ce qu'on vous a... Oh non, on n'a pas été trop rejetés. Ouais. Ben non, c'était presque monnaie courante. Ouais. Si tu veux. Non, d'abord, on était des garçons. Ouais. Le mec était pas content. Ouais. Oui. Ça finissait mal. Ça se réglait. Ça se réglait. D'une certaine façon. En dehors de l'école. Ouais, on venait souvent raconter à la maison que votre fils s'est battu, par exemple, quoi. Ouais. À cause de ça? À cause de cette histoire-là? Parce qu'on disait, ton père c'est un collabo, et du coup, boum. Ah oui. Ouais. Ah ben nous, on faisait pas de détails, hein. Ouais. Toi, tu parlais breton enfant, j'imagine? Couramment. Ouais. Ah oui. Ouais. Et tu l'as appris à tes enfants ou pas? Non. Mais ça les intéresse pas trop. Ouais. Pour eux, on est breton parce qu'on vit en Bretagne, mais la langue, par exemple, les intéresse peu. Ouais. Est-ce que on peut dire que la collaboration, elle a joué un rôle, ou pas peut-être, dans le fait qu'on ait arrêté de transmettre au sein des familles la langue bretonne? Parler breton, ça voulait dire que vous êtes pauvre, sans grande instruction, et d'extraction paysanne. Ronan Calvès, professeur de celtique, directeur du CRBC à Brest. C'est ça que ça voulait dire parler breton dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale. Quand vous avez intégré cette représentation négative qui est favorisée par le cantonnement de la langue dans la sphère privée, eh bien, tout ce que vous voulez, c'est faire en sorte que vos enfants ne la subissent pas. Et donc, vous parlez français, ou vous tentez de parler français à vos enfants. Et c'est donc ce basculement-là qui a lieu dans les années 50-60. On quitte la ferme familiale, où l'on vivait sous le même toit qu'avec les grands-parents, pour construire la grande maison, avec du formica, le grand garage en ciment. Ça veut dire aussi que les enfants ne vont plus entendre de breton, ou en tous les cas vont moins entendre parler breton que lorsqu'ils étaient sous le même toit que les grands-parents. Il y a une expression qui était utilisée, Breizatau Madalahu, c'est-à-dire breton Breizatau, quoi, donc breton toujours bon à flinguer. Donc c'est un distique là ça rime, c'est joli et ça laisse entendre, oui en effet, que être Breizatau c'était méprisable, que cette collaboration du mouvement breton elle ait eu une incidence sur la non-transmission de la langue, c'est possible, mais je suis pas sûr que ce soit l'élément déterminant.
Tu parles encore breton des fois, toi, ou pas? Oui. Ou jamais? Ouais. Ah ouais, de Où ça? Avec des paysans à Roscoff, là, ouais. Tu me diras un truc en breton? Manozo Bernard Cabioch, Gonet, Aguechom et Roscoff. Ça veut dire je m'appelle Bernard Cabioche et j'habite à Roscoff. Voilà. Et je suis né et j'habite Roscoff. Né et j'habite à Roscoff. Ah ouais, c'est important. Ah ouais. Je suis dans ma voiture, je suis à Morlaix, on est le 4 décembre 2020. On va bientôt repartir après ce reportage et je vais aller voir mes grands-parents, Jean Cabioche et Yvette, que j'ai pas vu depuis que j'ai trouvé toutes ces histoires, toutes ces infos, tous ces documents sur Mathieu. Donc je vais voir si Jean va m'en parler un peu plus que ce qu'il m'a déjà dit. Je sais pas s'il sera d'accord, s'il aura envie d'en parler ou pas. Et moi, grand-père, j'avais une... Vous savez, je suis allé aux archives du Finistère à Quimper. Ouais. Du coup, j'ai trouvé plein de trucs sur Mathieu. Et du coup, Ah bon? Ouais. Et du coup, enfin plein de trucs. J'ai trouvé des trucs. Et après, en discutant avec Bernard m'a dit que vous étiez allé le voir, en fait, à Pont-de-Buis, oui. En prison. Tu te rappelles de ça, toi? Vous étiez allé en charrette? On est allé... Ouais. Le cheval avait buté 2 ou 3 fois dans des pavés. Ouais. Trop haut, crac. Bon, et puis après, il n'y a plus de problème après. Ouais. C'est allé jusqu'au bout après. Toute cette histoire-là, tout ce qui s'est passé, vous en avez parlé assez peu finalement. Après, c'était quoi? C'était une souffrance ou après, c'était une souffrance, oui. Ouais. Après, tu étais tenu comme un malpropre, quoi. Ouais. Voilà, quoi, faut... Et puis alors, on avait des jeunes sœurs qui étaient des Fräulein. Ah oui. Alors pour les Allemands. Ouais. Donc c'était des Fräulein, donc des belles filles allemandes. Ouais. Et puis pour les Français, c'était des putains. Ils disaient bonjour aux Allemands. Ouais. C'était des putains allemands, quoi. Ouais. Ouais, ça c'était un mauvais souvenir. Ouais. Mais les frères Cabioche, vous avez assez peu raconté l'histoire, même à vos enfants et tout après. Enfin, toi, tu l'as dit à maman, mais beaucoup plus tard. Vous aviez pas envie de leur raconter parce que ça vous faisait du mal ou parce que juste c'était trop loin, c'était il y a longtemps et c'était plus... C'était trop loin, il y avait déjà très longtemps, quoi. Ouais. Mais t'es content? Ça te fait plaisir que j'ai posé des questions là-dessus ou ça remue des mauvais souvenirs? Ah non, ça me rappelait que des souvenirs de mon père. Et moi, il y avait un truc aussi que je voulais vous demander, mais là, c'est plus à tous les deux, parce que c'est rigolo, dans l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire, qui est le fait que vous vous soyez mariés tous les deux. Oui. Toi, ton papa ayant été accusé d'avoir fait de la collaboration, et toi, ton papa ayant été résistant avec ton beau-père. Ah oui. Ouais, mais son père, elle... a failli plusieurs fois se faire... zigouiller par les Allemands, ouais. Oui. Failli se faire ramasser, quoi. Ouais. Il avait été envoyé à la commandanture, ça c'était à Carrel, et on se disait, s'il est parti là-dedans, il sortira pas, quoi. Ouais. Il était dans les FFI, qui n'étaient pas tous bien vus non plus, mais bon, c'est comme ça. Il était cheminot, lui, en plus. Oui. Ouais, donc les cheminots étaient vachement engagés dans la résistance. À chaque fois, maman disait, est-ce qu'il va revenir? Ouais. Quand on entendait qu'on allait arrêter des gens, est-ce qu'il va de revenir, quoi? Et, ça y est, il arrive. Il était vraiment patriote dans le cœur.
Moi, je voulais que tu me racontes, maman, Arrête, rigole pas. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que tes deux grands-pères se rencontraient, se connaissaient et se rencontraient peu, mais quand ils se rencontraient, ils se respectaient, discutaient ensemble et c'était très apaisé et très, chaleureux, quoi. Enfin, ils étaient contents de se voir. Toi, tu me disais que tu te rappelais de les voir partir. Parce que moi, j'étais assez petite, donc je pense que j'avais dû sentir des tensions, que les gens appréhendaient un peu la rencontre ou quoi. Parce que du coup, je me vois les observer sortir de la maison. Et ils sont partis, donc il y avait une grande cour devant, donc ils sont partis dans la cour tous les deux tranquillement. Ils ont remonté vers le champ derrière et ils sont revenus contents, voilà, souriants. Et si je me rappelle de ça, c'est que il devait y avoir. Je pense que j'avais dû entendre ou sentir que les autres appréhendaient un peu la rencontre, quoi. Mais tu sais pas de quoi ils ont discuté? Ah, pas du tout. S'ils ont parlé de la Bretagne ou de la guerre ou de rien. C'est marrant, la mémoire. Je suis heureux d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir enfin des faits concrets, des détails de cette histoire qui me trottait dans la tête depuis presque 20 ans maintenant. Je regrette presque d'avoir eu si longtemps peur d'aborder le sujet, d'avoir presque trop attendu. Mon grand-père est âgé, ses frères et sœurs ont presque tous disparu, et avec eux sans doute une bonne partie des détails de l'histoire de Marianne et Mathieu. Mais je suis heureux quand même d'avoir pu en parler de manière apaisée avec ce qui reste. Je sais pas s'il y a vraiment une leçon à tirer de tout ça finalement. Si ce n'est, n'attendez pas, et vous aussi, tant que c'est possible, posez des questions. Au vieux pays de mes pères, une série de Thomas Rozek et Quentin Bresson. Production, Lauren Bess et Juliette Livartowski. Musique originale, Monolithe Noir. Avec les voix de Jay Gill, Hélène Rimbaud, Édouard Demanche. Avec la participation complice de toute la joyeuse bande de Binge Audio, Joël, David, Alexandre, Théo, Toy, Camille, Alban, Vincent, Diane, Naomi, Doralie, Charlotte, Soraya, Mathieu et Hervé. Merci à Ronan Calves et Sébastien Carnet. Merci aussi à Bernard, Jean, Yvette, François, Marie-Claire et Marie-Laure Cabioche. Merci à Catherine et Claude Rozek. Et merci à Mathieu et Marianne.